Profane, toi qui ne t'y connais, profite de ton ignorance. Ouvre-toi à ce monde et ta vie ne sera plus jamais la même. Chapitre 1. Cette histoire remonte à bien longtemps. Le temps où je n'étais pas encore aguerri à tout cet occulte auquel, à l'agence, nous faisons face quotidiennement. En tant que jeune homme curieux et passablement téméraire, j'ai toujours été fasciné par le monde de l'invisible et tout ce qui, vulgairement, est regroupé sous le terme occultisme. Malheureusement, je trouvais peu de monde à qui me confier sur le sujet. Ma famille, hormis ma grand-mère, n'était pas des plus ouvertes à ce sujet. J'attendais chaque vacances que je passais avec elle avec une réelle impatience. Et bien vite, mes parents s'étaient résignés à m'y envoyer dès que possible. Un soir d'hiver, où tous les deux, elle, bien lotie dans sa couverture, faisant face à la cheminée, et moi, vêtu d'un des pulls en laine aussi laid qu'inconfortable qu'elle m'avait tricoté, nous discutions de ces arts qui fascinaient les uns, d'écouter les autres et, pour sûr, terroriser tout le monde. Alors qu'elle me parlait de ses derniers contacts avec mon grand-père, son défunt mari, le monde de l'invisible m'apparut pour ce qu'il était. La température de la pièce baissa soudainement et je m'étonnais de claquer des dents malgré le feu qui crépitait en face de moi. Puis un petit vent se leva à l'intérieur de la pièce. Les flammes vacillèrent tandis que les arbres à l'extérieur ne bougeaient pas d'une fibre. Je n'entendais rien, ne sentais aucune présence, mais sentais mes poils se hérisser. Quelque chose se passait, j'en étais convaincu. Moi qui me croyais prêt à ce que ma grand-mère appelait une manifestation, après toutes ces discussions que nous avions eues, me retrouvais paralysé dans mon fauteuil. Je me surpris à grelotter, et il serait bien malhonnête de prétendre que ce n'était lié qu'au froid. Puis tout s'arrêta. Le feu crépita de plus belle et emplit la pièce d'une nouvelle chaleur. Mon corps se détendit, et je pus enfin bouger. Mon sang, qui jusqu'alors pulsait dans mon cœur et dans mes jambes, revint me chatouiller les oreilles. Alors, j'entendis ma grand-mère octer. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas. Elle émettait simplement des sons, par moments. Alors, je me tournai doucement vers elle. Ma grand-mère pleurait, silencieusement. « Grand-mère ?» Elle me regarda. Elle souriait et, entre ses larmes, articula un « Il est revenu », inaudible, mais empreint d'une tendresse qui n'avait rien perdu à travers les âges. Elle se leva, me prit dans ses bras, me dit qu'elle m'aime, m'embrassa et alla se coucher. Le lendemain, je la retrouvai morte. Mais, loin d'avoir l'air morte, elle était aussi rayonnante que lorsque je l'avais quittée la veille. Chapitre 2. À partir de ce jour, je ne cessais de me documenter sur ce monde que j'avais, ce soir-là, entrevu. Ma curiosité déjà grande était devenue insatiable. Ma défunte grand-mère n'étant plus, il m'incombait de trouver comment m'instruire et, à force de recherche, tomber sur un cercle plus ou moins secret.
Je n'y restais pas longtemps. Mes valeurs étant bien trop éloignées de celles pratiquées au sein de ce cercle, mais mon court séjour me permit de rencontrer nombre de gens qui guideront mon éveil spirituel. À leur contact, je pratiquais, expérimentais, échouais. Me décourageais parfois. D'autres fois me sentais pousser des ailes. J'y fis la connaissance de médiums, de guérisseurs, de magnétiseurs, de voyants. Je ne veux pas dire que toutes ces rencontres furent heureuses, ni que toutes m'apportèrent ce dont j'avais besoin, mais je ne les regrette d'aucune sorte. Les plus mauvaises de ces rencontres m'ayant au moins appris à me méfier et me protéger. À force de travail, je sentais une porte s'ouvrir dans mon esprit. Ma vie, mes journées et mes nuits changeaient peu à peu. Je sentais des énergies nouvelles. J'apprenais à être attentif à ce qui n'était pas perceptible. J'apprenais le nom de cette énergie qui se nommait l'énergie universelle. Ce concept était, à mes yeux, tellement obscur que je dus m'y reprendre à plusieurs fois pour comprendre ce dont il s'agissait. Les manifestations dont j'étais témoin se multipliaient le jour, se multipliaient la nuit, et j'apprenais à les accepter à l'aide de mes mentors. J'apprenais à ne plus sursauter alors que le mobilier bougeait, alors qu'on m'effleurait, alors qu'on me parlait ou tout du moins qu'on essayait de rentrer en communication avec moi. J'apprenais aussi à me protéger de ces entités malveillantes dont les vices ou la colère les ont suivis dans l'autre monde. Tout cela étant dit, laissez-moi vous avouer qu'il était bien plus facile de ne pas avoir peur lorsque tout ceci se manifestait de jour. La nuit, eh bien c'était une autre histoire. Mes nuits étaient de plus en plus agitées et ponctuées de réveils intempestifs. Je ne sais toujours pas, aujourd'hui, à quoi les imputer. Était-ce de la peur? Ou était-ce lié aux entités? Nul ne le saura jamais. Grâce à l'excitation qui se mêlait à une certaine peur, je continuais à expérimenter, à développer mes facultés, mais la fatigue et l'amateurisme dont je faisais preuve à cette époque n'aidant pas, oublier la plus essentielle des règles, la prudence. Je fus donc la victime de certains événements qui, avec la bonne méthodologie de travail, auraient pu être évités. C'est d'ailleurs ce que je dis aux jeunes curieux qui viennent me voir et, bien que conscients qu'ils devront faire leurs propres erreurs, essaye de les apeurer le plus possible pour les obliger à la prudence. Laissez-moi vous conter ma mésaventure. Chapitre 3. Ce que je m'apprête à vous raconter fut la première manifestation dont je fus la cible et qui me marqua véritablement. Tout commença pendant la journée. Ce jour-là, je m'étais mis sur mon 31 pour retrouver un membre du café auquel je participais, à cette époque-là. Il s'agissait d'une jeune femme de mon âge qui, en plus d'être très intéressante et incroyablement instruite sur les sujets qui nous intéressaient tous deux, se trouvait être incroyablement belle. Je profitais, à quelques murs de notre lieu de rendez-vous, d'une vitrine particulièrement sombre pour remettre une dernière fois en place tout ce que il pouvait l'être et me donner un dernier coup de courage lorsque j'aperçus derrière moi un mouvement furtif. Saisi, je me retournai, mais ne vis rien. Un peu décontenancé, mais passablement en retard, je décidai de balayer ceci de mon esprit et de me remettre en route. La journée se passa incroyablement bien. Bien entendu, je ne pus m'empêcher de penser à ce que j'avais vu, et à la sensation constante, depuis cela, d'être suivi, d'entendre des pas ou des murmures non loin de nous. Mais j'essayais de passer outre. Ma jeune compagne semblait le ressentir aussi, et laissait transparaître par moments une certaine gêne.
tant et si bien que nous convenions d'un commun accord de nous revoir mais d'en rester là pour la journée. Effectivement, la lumière commençait à baisser, la foule était de plus en plus clairsemée et la fatigue de la journée étant quand bien même présente, nous ne voulons pas nous risquer à jouer contre plus fort que nous, à déclencher des événements que nous ne saurions gérer. Comme on dit, sait-on jamais. Sur le chemin du retour, cette gêne que j'avais ressentie toute la journée se transforma en mal-être. Ce n'était plus un doute dans le fond de mon esprit. En vérité, depuis que j'avais quitté ma charmante amie, je ne pouvais me séparer de l'impression que ce qui nous suivait avait continué sa route avec moi, épiant les moindres de mes faits et gestes. En y prêtant attention, je pouvais même remarquer des ombres flottantes quelques pas derrière moi. Une certitude se formait. J'étais victime d'une manifestation, et pas des plus amicales. Finalement, je gagnais le pas de ma porte. J'allais le plus lentement possible, j'essayais de ne pas faire peur aux entités qui, j'en étais sûr, étaient là avec moi. J'attrapais la poignée de la porte et me tétanisais. Il me semblait avoir vu une matière sombre envelopper mes mains. Je clignais des yeux d'abord une première fois sous la stupeur, puis, prenant conscience de ce qui venait d'arriver, je clignais une nouvelle fois des yeux pour vérifier ce que je venais de voir. Rien. Interdit, je restais planté devant ma porte, ne sachant trop quoi faire. Prenais-je le risque de rentrer et de faire entrer ces entités? Et d'ailleurs, depuis quand étaient-elles là? Ma porte s'était ouverte toute seule. Pendant un instant, je regardais ma main qui n'avait pas bougé de là où se tenait la poignée quelques instants avant. Je me répétais en boucle de ne pas céder à la panique, que j'avais pu faire un micro-mouvement et que ce mouvement avait pu ouvrir la porte. Je m'en convainquais et décidai de rentrer. Je ne l'avais pas touché, j'en étais convaincu. La soirée se passa plutôt calmement et je décidai de me faire à manger. Toujours sur le qui-vive, je prenais bien sûr garde aux objets tranchants et tout ce qui pourrait se révéler dangereux. Une fois mon repas de prêt, je m'installai devant la télévision. Le chauffage avait agréablement chauffé la pièce, la télé marchait bien et le repas n'était pas trop mauvais. Je n'avais rien vu dans la maison susceptible de corroborer la thèse de l'intrusion fantomatique, et de fait, me mis à rêver au prochain rendez-vous. Je me détendais enfin. Cela venait visiblement dans ma salle de bain. On aurait dit que quelqu'un venait de faire tomber quelque chose sur le sol. Mon cœur s'affola, mais je rationalisais. Peut-être avais-je laissé la petite fenêtre ouverte et, le vent s'étant levé, il aura fait tomber un des objets en équilibre précaire que j'y entassais. Une telle conclusion me laissait perplexe. Mais vu l'état dans lequel j'étais et la vitesse à laquelle je suis parti ce matin, ce n'était pas complètement incohérent. Encore un bruit. Et encore de ma salle de bain. Pourtant, je vivais seul. Je n'avais pas le courage d'aller voir. Je me concentrais tour à tour sur mon assiette et sur ma télé. Alors que j'avais réussi à me convaincre que je m'étais sans doute trompé, qu'il s'agissait là d'une simple vue de l'esprit, il m'était impossible de nier davantage la manifestation à laquelle j'assistais. Maintenant, dans l'idéal du moins, il aurait fallu la gérer. Je décidai donc encore une fois de passer outre. Peut-être par peur, accordons-le-nous. J'espérais que l'ignorance, qu'on me l'a si souvent répété, était ma meilleure alliée.
Chapitre 4. Lorsque les 12 coups de minuit sonnèrent, je suivis ce même dicton et allai me coucher. Étrangement, je n'eus aucun mal à m'endormir. La température de la pièce et la douceur de mon lit délièrent rapidement mes muscles endoloris de vigilance, et je sombrai assez rapidement dans un sommeil léger. Extrêmement léger. Je sentis ma couverture glisser et fus saisi de froid. C'était des choses qui pouvaient arriver, et je n'y prêtais pas, ou j'aime à le faire croire, guère attention. Je récupérai ma couverture et repris ma place dans le lit. Mon esprit embrumé ne devait pas être très à l'aise, car je décidai de m'y blottir de plus belle et de la tenir avec mes mains. Le sommeil me happa vite. Je me réveillai à nouveau et cette fois-ci je commençais à émerger. J'avais froid. Très froid. Ma couette avait encore glissé. Cette fois-ci elle était au niveau de mes pieds. 2 fois de suite, cela me semblait immédiatement moins naturel. L'anxiété montait de plus en plus, mais je gardais un semblant de calme, repositionnai la couette et décidai encore une fois de me rendormir. Cette fois-ci, j'eus du mal à me rendormir. J'entendais mon sang dans mes oreilles. Je n'osais pas ouvrir les yeux, encore moins allumer la lumière. Et je me roulais en boule sous ma couette comme l'enfant que j'avais pu être. Cette fois-ci, je sursautai. Ma couette fut projetée avec force contre le mur d'en face. Interdit, je me levai et, d'une main tremblante, attrapa la couette. Les digues cédaient. Garder mon calme était de plus en plus difficile. Je décidai quand bien même de proposer à l'entité, si elle souhaitait communiquer, de revenir le lendemain. Je lui stipulai bien que je n'étais pas une menace pour elle. Encore une fois, j'essayais de me recoucher. Il faisait incroyablement froid dans cette chambre où il faisait normalement bon vivre. Tellement que j'en grelottais. Puis un bruit sourd résonna. Un bruit que je ne pus identifier et qui me hérissa. Sous le coup de la surprise mêlée à un soupçon de curiosité, j'ouvris les yeux et scrutai l'obscurité. Plus ma vision s'adaptait, plus je discernais de choses qui n'auraient jamais dû être présentes. Au-dessus de moi se tenaient 4 ombres. Apeuré, je cherchais leurs regards, je cherchais à lire leurs intentions, mais ne trouva rien que du vide. Elles me surplombaient de toute leur immatérialité et me toisaient avec ce qu'auraient dû être leurs yeux. Elles me semblaient immenses, et je ne comprenais pas comment ces choses avaient pu rentrer chez moi. Elles ne m'avaient pas communiqué leurs intentions, mais mon sang ne fit qu'un tour, et pris de panique, je sautai du lit et me ruai vers l'interrupteur. Plus rien. Il n'y avait rien d'autre dans cette pièce que moi. Je n'entendais rien. Rien d'autre que mes dents qui claquaient et ne sentais que mes jambes qui pouvaient à tout moment fléchir et me laisser tomber sur le sol. Tout avait disparu. Chapitre 5. Dans les heures qui suivirent, dès que je fus calmé, j'appelai mon amie. J'étais incapable de penser, mais elle saurait quoi faire. À son arrivée, je lui exposai les faits autour d'un café et de quelques fonds de placard qui tirent office de petit déjeuner. Ensuite, elle entreprit en premier lieu de découvrir ce qu'il s'était passé. Je laissai son esprit, relativement plus reposé que le mien, faire et rester à sa disposition pour lui fournir tout ce dont elle avait besoin. Elle commença par la salle de bain, là où j'avais entendu tous ces bruits la veille au soir. Son intuition fut bonne, et il nous apparut que j'avais laissé un portail énergétique ouvert lors du voyage astral que j'avais effectué la veille au matin. Mon ami et moi-même, nous sommes alors munis de Palo Santo et avons procédé au nettoyage énergétique de la pièce, puis de la maison. Ce jour-là, je pris conscience d'à quel point la barrière entre le monde des vivants et celui des morts était ténue. Il me fallut un moment pour laisser cette affaire de côté
et je redoublais dès lors de prudence lors de mes différents voyages et expérimentations. Cette manifestation fut la première du genre, mais certainement pas la dernière. Et j'appris, petit à petit, à rester aussi calme que possible. Quelques jours plus tard, je fis le constat que, si les manifestations violentes s'étaient calmées, il n'en était rien des simples manifestations. J'avais de plus en plus de visites, et mis en place un rituel matinal afin de dialoguer avec mes visiteurs nocturnes. Dès lors, un calme précaire s'installa. Cette tranquillité était à la fois un soulagement et une source d'angoisse. Et seulement une question demeurait. Qu'avait-il été décidé pour mon avenir ?